Shalom, dans le Daf Kuf Vav dans Masechet Baba Batra. Et là, pour le coup, nous commençons au premier mot, première ligne. Nouvelle Mishnah. Bessimanav ou Ben Tsara. Celui qui vend un terrain, Bessimanav, avec les signes distinctifs, ou Ben Mitzrav, et avec ses frontières. Donc ici, on est encore dans un problème de vente et d'un terrain qui ne correspond pas à la superficie qui est annoncée. Simplement, ici, il y a une précision, c'est que l'on a précisé exactement le terrain, à la fois en donnant des signes distinctifs et à la fois en précisant ses frontières. Et là, on va nous donner deux cas. Parot mishtut, s'il y a moins qu'un sixième d'écart entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement vendu. Higiro, moins que shtut, comme dans toute vente en général, moins qu'un sixième, on dit que la vente continue d'être bonne. Ad shtut, si on a dépassé ici un sixième, yenake, la personne devra rendre l'argent en fonction finalement du terrain qui n'a pas été donné tel quel. Donc on a ici une particularité, comme on a précisé quel terrain, à la fois en donnant des signes distinctifs, à la fois en précisant les frontières, c'est une manière finalement de préciser que c'est pas exactement la superficie qui est importante, c'est à la fois la superficie mais à la fois le terrain qui est devant nous. Et donc du coup, ce qu'on voit ici, c'est qu'on tolère une erreur, non pas de rien du tout comme quand on avait dit Bidan Revel, non pas de 1/24e quand on avait dit En Chaser En Yater, mais là ici, jusqu'à moins que 1/6. Plus que 1/6, on a dit que le vendeur devra rendre l'argent qu'il a pris en trop. Alors, la Gemara va se poser une question qui est légitime, c'est qu'en général, dans les ventes dans lesquelles il y a justement une valeur qui est au-delà de ce qui est vendu, en général, on a trois cas. Moins qu'un sixième, plus qu'un sixième, et la valeur d'un sixième exact. Là, ici, dans la Mishnah, on n'a cité que deux cas sur trois. Si il y a moins d'un sixième d'écart entre la valeur et ce qui est réellement vendu, s'il y a plus d'un sixième, mais le cas de un sixième exact n'est pas rapporté, et du coup, on va tomber sur une marloquette Amoraï, Mitmar, Ravuna Amar, Ravuna va nous dire Shtut, Keparot Mishtut. La valeur de un sixième exact qui n'est pas rapportée dans la Mishnah, pourquoi elle n'est pas rapportée? Parce qu'elle est inclue dans moins qu'un sixième. Quand on a dit que moins qu'un sixième la vente est bonne, c'est pour moins qu'un sixième et un sixième inclus. Donc moins d'un sixième, un sixième étant inclus. Rav Yehuda propose l'inverse. Amar, Shtut, Keyotami Shtut. Lui pense qu'un sixième fait déjà partie de plus d'un sixième. Et donc du coup, quand on a dit Parod Mishtut, c'est moins qu'un sixième, la vente est bonne, mais moins qu'un sixième, un sixième étant exclu. Par contre, quand on dit que à plus d'un sixième inclus, la vente justement devra, le vendeur devra rendre l'argent qu'il a perçu entre autres. Donc ici encore une fois, on a la Mishnah qui nous parle du cas de moins d'un sixième, la vente est bonne, plus qu'un sixième il faut rembourser. La question étant sur un sixième exact, quelle est la situation? Ravuna dira que c'est comme moins qu'un sixième, Rav Yehuda dira que c'est comme plus qu'un sixième, donc il faut rendre l'argent. Et la Gemara justement va expliquer justement chaque avis. Ravuna marche tout qui est parole mishtut. Ravuna dit que un sixième c'est comme moins qu'un sixième. Pourquoi? Achikama. Comme ça il faut comprendre. Parot mishtut ou shtut michlal. Quand la Mishnah nous dit qu'à moins qu'un sixième, mais un sixième étant inclus, Igyao, la vente est bonne. Yoté un mishtut, à plus que shtut, mais exclu, Yenakei devra rendre. Rabiuda, Amar, shtut, qui un mishtut, et Rabiuda expliquera la Mishnah, elle la lira à sa manière. Achik, Amar, comme ça, il dit, Pachot mishtut, moins que shtut, Igyao, la vente est bonne. Ad shtut ou shtut bichlal, mais à partir de un sixième et un sixième étant inclus, Yenakei, donc c'est exactement ce qu'on avait dit à l'oral. C'est les deux manières de lire. À quel moment on dit un sixième inclus, ce qu'on dit sur le premier cas, sur le second cas. En tout cas, on voit que les deux lectures pour l'instant ont l'air de se valoir. On a maintenant une objection à Ravuna, objection qui provient d'une Braïta. La Braïta qui va parler du cas de notre Mishnah, donc quelqu'un qui vend un terrain avec une certaine valeur et qui finalement est une certaine superficie, et finalement on voit qu'il y a un écart entre ce qu'il annonce et ce que l'on trouve réellement. Et simplement, il avait précisé, Bessimanav ou Sarav, il avait précisé par des signes et par les frontières quel était le terrain. Métivé. On a ici une braïta qui dit Bessimanav ou Sarav. Si la personne a précisé les signes distinctifs et les frontières du terrain, Piret Shtut ou Otir Shtut, et si finalement il a diminué de 1 sixième ou il a donné plus que 1 sixième que ce qui était prévu,
Hu keshuma dayanim. Arehu keshuma dayanim, ça a le même statut que shuma dayanim, que l'estimation des juges. On verra exactement de quoi ça parle. Vegiro, et du coup, igiro, c'est que la vente est bonne. Alors, shuma dayanim, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à une estimation faite par des juges lors d'une vente de biens d'orphelins. On a parfois des enfants qui héritent de leur père et qui ont la nécessité de vendre une partie de l'héritage. Par exemple, pour nourrir la mère. La mère a le droit de se nourrir sur l'héritage du mari, et donc les enfants qui héritent exclusivement du père ont la contrainte parfois de vendre une partie de l'héritage pour pouvoir subvenir aux besoins de la femme de leur père, qui est souvent leur mère, mais en tout cas de la femme du père. Que se passe-t-il lorsqu'on doit faire ça? On demande à 3 juges de venir estimer la valeur des biens que l'on va vendre pour ne pas que les biens soient vendus en deçà de leur valeur réelle et qu'il y ait une perte pour les enfants. Et donc du coup, on fait ce qu'on appelle Shuma Dayanim. Que se passe-t-il si on a vendu les biens en faisant justement une estimation par des juges, mais que les juges se sont trompés? Alors on dit là-bas qu'à partir de plus d'un sixième, on estime justement qu'il y a erreur. Et donc du coup, la Gemara va rapporter justement ça comme étant une objection à un des avis. Puisqu'on a dit que notre cas à nous, le Simana ou Metsara, celui qui va en terrain, en précisant le signe, en précisant les frontières, finalement, on a dit que c'est comme Shuma Dayanim, ça a le même mode de fonctionnement que l'estimation des juges. À ce moment-là, et la Gemara ici précise sa question, Shuma Dayanim, des Shtut, qui est un Mishtutu, et si tu regardes là-bas Shuma Dayanim, le cas là-bas des juges qui se sont trompés, là-bas on inclut dans plus qu'un sixième, on inclut un sixième et dedans. Et donc du coup, puisque la Braïta a comparé notre cas à l'erreur des Dayanim lors de la vente de biens des orphelins pour subvenir aux dettes et aux besoins de la mère, puisqu'on a comparé les deux, on devrait avoir normalement le même type de fonctionnement. De la même manière que dans le cas là-bas des juges, on estime qu'un sixième fait partie de plus d'un sixième, c'est inclus déjà, et donc ça fait déjà partie d'un nouveau statut. À ce moment-là, chez nous aussi, on devrait dire la même chose, et comprendre la Mishnah comme a compris Rav Yehuda, c'est-à-dire qu'il y a moins d'un sixième où la vente est bonne, et un sixième et plus d'un sixième sont dans la même catégorie où la personne doit rembourser. Alors la Gemara va répondre que non. Pourquoi? Parce que cette braïta-là pose problème quoi qu'il arrive. Manecha Ravuna te répondrait, Velita Amir, et selon toi, qui a l'air de trouver la comparaison entre notre Mishnah et Shuma Dayanim ne posant pas de problème, comment expliques-tu Hegiro Katani? C'est marqué que c'est marqué dans cette braïta que chez nous, Simena Bometsara, si vend un terrain avec des signes et des frontières clairement définies, si Pirechtut ou Tirchtut, il y a eu un rajout, où on a enlevé un sixième, on a dit c'est comme l'estimation des juges, Igiro, la vente est bonne. Or, dans le cas là-bas des juges, lorsqu'on a dépassé un sixième ou qu'on arrive à un sixième, la vente est annulée. Et là, comment expliques-tu là-bas, c'est marqué Katane? Et là, Kishuma Dayanim, Velo Kishuma Dayanim, tu es contraint donc de dire que la comparaison avec la halacha des Dayanim ne peut pas être totale. Ça ressemble d'un côté, mais ça ne ressemble pas complètement. C'est-à-dire, donc, Kishuma Dayanim, l'ishtut, c'est comme Shuma Dayanim, que finalement la valeur, c'est pas un 24e, c'est pas un demi, c'est pas un quart, c'est un sixième. Velo Kishuma Dayanim, tu vois bien que le fonctionnement précis n'est pas comme les juges. Deilu atam batel mikar, velo acha, higiro, que là-bas la vente est annulée, et chez nous, la vente est validée, et donc, de la même manière que toi tu es contraint de dire que sur certains points, ça ne fonctionne pas de la même manière, permets-moi moi aussi de dire que même si la valeur de 1 sixième est toujours la valeur qui est utilisée, là où dans le cas des Dayanim, on estimera que 1 sixième est inclus dans plus d'un sixième, moi je dirais que non. Et donc du coup, Ravuna s'est défendu par la preuve que la ressemblance qu'il y a entre notre cas et le cas de Shuma Dayanim n'est pas une ressemblance totale. À partir du moment où elle est partielle, on peut plus ou moins choisir en fonction de son avis personnel, on peut choisir quels sont les points où on dira que ça ressemble. En tout cas, on n'est pas contraint de comparer les deux jusqu'au bout. Et donc, du coup, la Gemara ne trouve pas d'objection réelle, ni à Ravuna, ni à Rav Yehuda. On reste sur ces deux avis. Encore une fois, la Mishnah nous a précisé qu'il y a moins d'un sixième d'écart entre ce qui a été annoncé et ce qui est vendu. La vente est bonne. Plus d'un sixième, la personne, le vendeur devra rembourser. Un sixième exactement, on ne sait pas comment le mettre. Ravuna le place
dans la catégorie moins d'un sixième, et donc la vente est bonne. Selon Rav Yehuda, on le met dans la catégorie des plus d'un sixième, et donc la personne devra rembourser. Personne n'a de preuve. Maintenant, la Gemara va rapporter une histoire de Rav Papa. Rav Papa, Zavan Aram Aou Gavra. Rav Papa a acheté un terrain à une personne. Et la personne qui lui a vendu, Amalé, lui a dit Avian Esrin, Gerive, Mashre. Il lui dit je te vends un terrain qui vaut Esrin Givire, donc dont les Mishre, les dimensions font Esrin Girive, donc 20 CA. C'est la mesure. Donc il lui a donné une mesure, une superficie. Velo Havai, et là, Chamesra, mais lorsqu'ils ont les deux mesurés ensemble, ils ont vu que finalement il n'y avait que 15. Atalekame de Abaye, et donc ils ont fait tout de même la vente. Et après, Rav Papa vient et tente d'annuler la vente ou tente de récupérer l'argent. Atalekame de Abaye, il vient voir Abaye. Amale, Savart, Vekabilt. Alors Abaye lui répond à Rav Papa, il dit mais dis-moi, tu as été au courant, tu as vu, tu as compris, Vekabilt, et tu as accepté. Pourquoi viens-tu maintenant réclamer de l'argent alors que malgré le fait qu'il t'ait annoncé 20, toi tu as mesuré avec lui, tu as vu 15, et tu as tout de même signé dans la foulée, c'est-à-dire que tu étais d'accord d'avoir un terrain qui n'a que 15. Alors, Rav Papa objecte, il dit Ve'atnan, pachot mishtut ingeo, ve'ashtut inake. Rav Papa il objecte avec notre Mishnah. Il lui dit, mais pourtant notre Mishnah nous dit que s'il y a un écart de moins d'un sixième, la vente est bonne. S'il y a plus d'un sixième, il faut que la personne rende l'argent qu'elle a reçu, qu'elle a perçu en trop. Et donc ici, puisqu'on est passé de 20 à 15, on a un quart, on a 25% d'écart, et donc la personne devrait me rendre, on a plus d'un sixième. Alors, Abaye lui répond, il dit, c'est vrai, mais la Mishnah parle d'un autre cas, Animile, Echad Elokim le Begave. Abaye lui dit, mais la Mishnah parle d'un cas où la personne n'est pas au courant. On lui annonce une valeur, on ne mesure pas, il achète en tenant compte de la valeur que le vendeur lui a annoncée, et c'est au moment où il a fini déjà d'acheter et de payer qu'il se rend compte que finalement, il y a plus d'un sixième d'écart entre la valeur annoncée et la valeur réelle. Avalcha de Kimle Bagava. Mais lorsque l'acheteur est au courant, ça va avec Abid, il est au courant, il accepte, et à ce moment-là, la vente est bonne. Alors Rafaba maintenant tente une dernière objection. Il dit Vea Aisrina Mali. Mais que fais-tu de l'intention du vendeur? Le vendeur m'a tout de même dit 20. Donc, alors la question encore une fois, c'est Rafapa lui-même. Qu'est-ce qu'il a pensé? Rafapa, on lui annonce 20, il voit 15. Pourquoi il continue de penser qu'on va lui donner 20? Donc, il y en a qui disent que peut-être qu'il s'attendait à ce que soit on s'est trompé de mesure, soit si on ne s'est pas trompé, ça veut dire que la personne va lui donner 5 mesures, 5 CA par ailleurs. Et donc la Rav Papa dit, mais attends, lui, pourquoi m'a-t-il dit 20 alors que finalement, il n'y avait que 15? C'est forcément pour me donner autre chose. Amar les réponses d'Abaye, non, des Adifa qui a Isrin. Non, quand il t'a dit 20, c'est pour te dire qu'elle valait 20. Encore une fois, à l'époque, ici on parlait de terrain qui n'était pas utilisé pour autre chose que pour une production agricole. Et donc c'est pas la superficie en réalité qui intéressait les gens, c'était surtout le rendement. Et donc c'est pour ça que très souvent on parlait de bêtes courtes quand on mesurait les terrains, on les mesurait non pas en fonction de la superficie, mais en fonction de la quantité de graines que je pouvais semer ou que je pouvais récolter. Donc très souvent, c'était plus le rendement qui prenait le dessus sur la superficie. Donc explique à Bayer, la personne lorsqu'elle t'a dit que le terrain faisait 20, alors qu'en réalité en mesurant il faisait 15, et il est très probable que la personne était au courant que son terrain ne faisait que 15 en superficie, non pas 20, c'est parce que ce qu'il voulait te dire, c'est que bien qu'il fasse 15, il valait au niveau du rendement, il valait un terrain de 20. Et donc on peut comprendre pourquoi il a annoncé 20, même si en réalité on n'a trouvé que 15. Ça voulait dire, voilà, je t'ai annoncé 20 parce que c'est 20 que tu vas récolter, comme 20, finalement tu n'as que 15. Et ici encore une fois, on voit que notre Mishnah, qui dit qu'à plus d'un sixième, on rembourse le surplus d'argent qui a été perçu, c'est lorsque la personne n'est pas au courant. Ici, Rav Papa était au courant et donc il ne peut pas réclamer le moindre remboursement. La Braïta maintenant l'Agma va rapporter une Braïta qui, à court terme, n'a pas l'air d'avoir de lien avec notre sujet, notre Mishnah, même si plus tard on verra quel est ce lien. Tania, on a une Braïta au sujet maintenant d'un héritage. On a deux moments lors d'un héritage. Lorsque le père décède, on a tous les biens du père qui sont qui appartiennent à tous les enfants de manière associative. Ils sont tous associés dans les biens du père. Simplement, personne n'est réellement propriétaire d'une partie plus que l'autre. Tout le monde est propriétaire de tous les biens qui sont associés. Lorsque l'on va faire une chalouka, on va à ce moment-là départager les biens.
à ce moment-là, chacun deviendra propriétaire exclusif de la part qu'il a récoltée. Et là, ici, on va séparer les biens, non pas par un accord commun, mais par un goral, c'est-à-dire qu'on va tirer au sort. Et si les frères se mettent d'accord pour tirer au sort, et donc ils séparent les biens du père en parts égales, ils sont d'accord avec ce partage-là, c'est important, ils sont d'accord avec ce partage. Une fois qu'ils sont d'accord avec la justesse du partage, ils se mettent aussi d'accord de tirer au sort, et que c'est le tirage au sort qui finalement va déterminer qui est propriétaire de qui. Ce qu'on nous dit ici, Rabbi Yossi Omer, Achin Shechalku, les frères qui ont partagé, Kevan She'ala Goral, à partir du moment où on a tiré au sort, les Echad Mehem pour un, Kanukulav, tous les autres ont acquis. Alors comment ça fonctionne? Ça va fonctionner dans le cas où il ne reste qu'un frère. Imaginons qu'on ait deux frères, on a partagé les deux parts. S'il y en a un qui est aîné, on partage trois parts, il y en aura deux pour lui. On tire au sort pour un, l'autre deviendra immédiatement propriétaire de tout ce qui reste. Encore une fois, là, ça peut se passer aussi avec plusieurs frères, mais il faut évidemment que les autres parts soient déterminées. Ou sinon, on peut très bien aussi imaginer qu'on a plusieurs frères. On a plusieurs frères. Une fois que le premier a tiré au sort, tous les frères deviennent, en attendant de tirer au sort pour eux-mêmes, deviennent propriétaires et associés dans les autres biens, mais le bien que le premier a tiré au sort est déjà sa propriété exclusive et personne ne peut revenir là-dessus. En tout cas, on voit ici que le goral, le tirage au sort, a un effet immédiat sur la propriété de ces biens qui sont en héritage. Maïta'ama, l'Agmara pose la question pourquoi? D'où sait-on que le tirage au sort fait office de transfert de propriété alors qu'il n'y a pas eu d'action de kinyan, d'acquisition classique, comme la chazaka ou comme un document ou comme quelque chose. La Gemara nous dit à Rabbi Lazar, Rabbi Lazar dit quitte l'intérêt d'Israël, d'où on l'apprend du partage de la première fois où on est rentré en Eretz Israël. Matrila Begoral, Afkan Begoral. Là-bas, c'était tiré au sort, parce que les 12 Shvatim, les 12 tribus sont rentrées en Eretz Israël. On a tiré au sort pour savoir qui allait être au nord, qui allait être à l'est, au sud, ainsi de suite. Et donc, du coup, on apprend de là-bas qu'on peut devenir propriétaire par héritage, ça fait office d'acquisition, et on n'a pas besoin de passer après par une autre étape. La Gemara objecte, elle dit comment peux-tu me dire qu'on apprend de là-bas, alors que le fonctionnement là-bas du Goral, du tirage au sort, dans le cas des tribus qui sont entrées en Eretz Israël, est un fonctionnement qui n'est plus applicable aujourd'hui. Pourquoi? Him ale alan bekalpi, veorim vetumim. Alors si c'est ça, si on devait avoir un tirage au sort qui fonctionnait ici comme là-bas, on devrait avoir chez nous kalpi et urim vetumim. Afkan chez nous aussi, on devrait avoir bekalpi et urim vetumim. Alors, kalpi c'est un système dur dans lequel on mettait des papiers. Il y avait d'un côté des papiers avec le nom des tribus, de l'autre côté des papiers avec les 12 partages qu'on avait fait d'Eretz Israël, et on tire au sort l'un et l'autre, et à ce moment-là, on associait. Simplement, on dit également qu'avant cela, on avait tiré avec Urim et Tumim. Urim et Tumim, c'est le pectoral du Kohen Gadol sur lequel il y avait les noms des tribus, et donc il y avait des lettres. Et à l'intérieur du pectoral caché, il y avait un papier dans lequel il y avait marqué le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui avait à l'intérieur permettait à ce que les pierres extérieures du pectoral, sur lequel il y avait le nom des tribus, ces pierres-là aient justement des lettres qui puissent s'illuminer pour donner des réponses lorsque on posait des questions au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol posait des questions à ce moment-là, et on avait une réponse qu'on appelle une Hachamim qui venait du ciel. Et donc, ce qu'on nous dit là-bas, c'est que pour le partage des tribus, on a d'abord demandé quelle était la tribu qui méritait cette part. Et à chaque fois, les pierres s'illuminaient de telle sorte à ce que les réponses soient données pour la tribu qui était la propriétaire de cette terre. Et après, on tire au sort Bekalpi avec un système, on a dit, particulier de papier et d'urne. Et ici, c'est des choses qu'on n'utilise plus aujourd'hui lorsque l'on fait un tirage au sort pour les frères. On n'a plus évidemment Urim et Tumim, mais même le Kalpi, le tirage au sort qu'il y avait à l'époque au Beth Amikdash, on ne l'a plus réellement. Et donc, du coup, la Gemara se pose la question, si c'est ça qui permet à un tirage au sort de faire office d'acquisition, comment fait-on aujourd'hui pour le faire pour un héritage, alors qu'aujourd'hui on n'a ni Kalpi, ni Urim Vetumim? Amar Ravashi, Ravashi répond, Bahu ana de kat saïte la hadade. Comment l'acquisition se fait? Elle se fait parce que pour que l'acquisition se fasse, pour chaque frère, il faut que les autres frères acceptent de céder cette part. Pour qu'il y ait acquisition, il faut qu'il y ait un da'at koné, un da'at makné. Il faut qu'il y ait une volonté de l'acquérant d'acquérir, mais il faut aussi qu'il y ait une volonté de celui qui cède de céder. Nous dit ici la Gemara, le profit que chacun des frères a,
que finalement les autres écoutent le tirage au sort, Gamrou Maknou la Hadade. Chacun en fait tire un profit. Chacun donc a décidé qu'on on le tirera au sort, et donc du coup, lui-même sait que il sera bien content lorsqu'on le tirera lui au sort, qu'on écoute le tirage au sort et que les autres lui cèdent leur part, qu'ils sont tous associés pour l'instant dans ses biens. Alors lui aussi, le profit qu'il a, que quand ce sera son tour, ça fonctionnera, par ce profit-là, il accepte au tour précédent de donner ses parts au frère précédent qui a tiré au sort. Donc du coup, ici, il y a un profit commun que ce système de Goral de tirage au sort fonctionne, et c'est ce profit-là qui fait qu'il y a à la fois une volonté de l'acquérant d'acquérir, mais à la fois une volonté des frères de céder leur part. Maintenant, on va avoir une marloquette au sujet de la Yerusha, de l'héritage, Itmar, Shnachim Shechalku, deux frères qui ont partagé. Donc ils pensent être seuls dans l'héritage. Ou Balaen, Ach, Mimdinatayam, vient un frère qui arrive de nulle part, de l'autre bout du monde, et il leur dit, mais attendez, vous avez partagé, mais finalement, vous m'avez oublié. Rav Amar Batla Marloket. Selon Rav, la Marloket, le partage, doit être annulé, il faut tout recommencer. Shmuel Amar, mais Kamtsin, selon Shmuel, il suffit de grignoter un peu des parts des deux pour créer une troisième part, mais globalement, on laisse les deux frères là où ils sont. Amar les Rav Nachman, Ravadia Rav Nachman, les Rav, selon Rav, Damar Batla Marloket, qui dit que le partage est annulé. Al-Mahad Ardina, on a l'impression que selon lui, Adardina, dès qu'on trouve une erreur, on annule finalement le din. Et là, Me'ata, Hane Betlata, explique-moi ce cas-là, comment Rav va l'expliquer. Dekaime ve Azul, Betre Minayu ou Palug. On a ici trois personnes qui sont associées dans une affaire. Et on en a deux, parmi les trois, qui font un partage. Achanemi des batla marloket, mais ils ne tiennent pas compte du troisième. Le troisième n'est pas tenu au courant. Et on voit là-bas que selon tout le monde, ça marche. Alors explique, selon Rav, ça devrait être annulé, puisque le troisième n'a pas été consulté. Le partage devrait être annulé. Et là, on voit ici, selon la Gemara, que tout le monde est d'accord, que ça fonctionne. Et en réalité, les commentateurs disent que même si un fait le partage, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on a trois associés, chacun a le droit de dire à un moment donné, on se sépare. Et la Rav va lui répondre, Achi ashta'atam, c'est pas pareil là-bas. Nachite ada'ata de betlata me'ikara. Il dit, là-bas, dès le départ, ils se sont associés avec la connaissance du fait qu'à un moment donné, un pourra choisir de reprendre sa part et de faire en sorte que chacun reprenne la sienne. Le problème, c'est que là-bas, dans le cas des deux frères qui n'étaient pas au courant du troisième, ils ont séparé en deux et non pas en trois. Et donc, du coup, il y a une grande différence. C'est que, à la limite, lorsqu'on a des associés qui savent qu'à un moment donné, on pourra se séparer et qu'il y en a un ou deux des trois qui décident de faire la séparation, ils la font dans tous les cas, ils ont le droit de le faire. Et quand ils séparent en trois. Donc, lorsqu'arrive le troisième et qu'il apprend que l'on a séparé les biens, bon, il apprend qu'on a séparé les biens, ce qui est le droit des autres. Et dans tous les cas, on l'a séparé en trois, donc on lui a laissé une part. Alors que chez nous, ils étaient deux et ils ont séparé en deux. Donc, Bichla, la séparation n'est pas bonne. Rappelez-vous qu'on avait dit dans le cas de l'héritage, il y a deux choses. Il y a le fait d'abord de faire un partage équitable et il faut que le partage soit accepté. Une fois que le partage est accepté, il y a le fait après de disperser les parts chez chacun. Maintenant, l'Agmara va objecter. Amalé Rav Papa les Abaye, Rav Papa dit Abaye, mais comment comprendre Shmuel qui a dit que l'on prend les parts de chacun. Les Shmuel d'Amam et Kametzim, Shmuel il a dit qu'on laisse le partage tel quel et qu'on prend un peu de chaque pour créer la part du troisième. Les Memra des Kamdina, ça a l'air de dire qu'on estime qu'on laisse la chose telle quelle, même si le partage a été fait par erreur, on laisse faire, et on essaye de réparer en étant avec Kamdim, c'est-à-dire qu'on prend un peu de chacun pour donner au troisième. Les Memra des Kamdina, Rav ou Shmuel, pourtant Shmuel est d'accord avec Rav. Namret Avayuka, les deux disent. Et c'est une halakha qu'on a vu dans le daf d'hier. Kor bishloshim ani mochalach. Celui qui dit je te vends un corps de tes voies de récolte, une quantité, bishloshim, pour 30 slaim. Yachol achazorbo afilou, besa aharona. Tant qu'on n'a pas versé la totalité de la récolte, on peut annuler, chacun peut annuler la vente. Kor bishloshim sea besela ani mochalcha. Rishon Kanasi, par contre, il a précisé que dans les 30 slaim qu'il donne pour un corps, c'est finalement l'équivalent de 1 CA pour une cella. À ce moment-là, c'est comme si on avait plusieurs ventes et on ne peut plus revenir dessus. Mais en tout cas, la première halakha qui dit que lorsque la personne vend un corps pour shoshim slaim
lorsque on est en cours de livraison et de paiement, on peut annuler. Comment expliquer selon Shmuel qui a l'air de dire que non, une fois qu'on a commencé à faire quelque chose, on répare la suite. Pourquoi ici selon Shmuel, on peut annuler jusqu'à la fin? La Gemara expliquera que c'est une takanat rachamim particulière, Atam, Avod Rabbanan, Mita de Nichale la Mochev et Nichale la Loker là-bas, ça arrange le vendeur et l'acheteur de pouvoir revenir sur la vente jusqu'au dernier moment. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette takana. Mais de manière générale, lorsque l'on a commencé quelque chose, même par erreur, on a tendance à laisser tel quel et plutôt à réparer. C'est des sujets assez complexes de comprendre le rapport réellement entre Kamdina et le cas de chez nous. Mais en tout cas, c'est comme ça que la Gemara le comprend. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu qu'on avait une Mishnah qui disait que lorsque laquelle personne vend un terrain et qu'il y a une erreur entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement vendu, mais qu'on a précisé que c'était bien ce terrain avec des signes distinctifs et avec des frontières bien définies, ce qui fait que normalement l'acheteur devrait vérifier et donc est bien au courant que c'est bien ce terrain-là avec plus ou moins ses défauts. On voit ici qu'on tolère une erreur plus grande que dans les Mishnah précédentes. On avait vu que si on avait dit que l'on vend à la mesure, on ne tolère aucune erreur. Si on vend plus ou moins, on tolère jusqu'à un 24e. Là, ici, parce qu'on a précisé quel était le terrain et qu'on n'a pas dit de manière précise la valeur, à ce moment-là, on tolère. On a dit jusqu'à moins de 1 sixième, la vente est bonne. Plus de 1 sixième, la personne devra rembourser le surplus. Mais à 1 sixième exactement, la Mishnah ne parle pas. Et on a une marloquette Amoreim à propos de laquelle Agma n'a pas tranché. Selon Ravuna, 1 sixième est comme moins d'un sixième et la vente est bonne. Selon Ravuda, 1 sixième est déjà comme plus d'un sixième et il faudra rembourser. On avait vu également que lorsque dans la Mishnah nous dit qu'à plus d'un sixième il faut rembourser, c'est lorsque l'acheteur, au moment où il signe, au moment où il conclut la vente, n'est pas au courant de l'erreur. Si par contre on a un cas comme le cas de Rav Papa, où Rav Papa a entendu qu'on lui vendait quelque chose qui avait une superficie de 20, mais finalement avant même d'acheter, ils ont mesuré, ils ont vu 15, c'est lui qui a pris ses responsabilités et il a accepté finalement que la chose ne valait que 15, même si la personne l'avait annoncé 20, même si on voyait qu'il fallait tout de même que le vendeur ait une excuse pour avoir dit cela, et par exemple le fait de dire par exemple que même s'il n'y en a que 15, dans le fond, ça vaut au niveau du rendement un terrain de 20. Une fois que la personne a une possibilité d'expliquer ses paroles et que par contre l'acheteur n'a aucune raison de justifier son erreur puisqu'il avait mesuré, il avait vu qu'il n'y avait pas les 20, à ce moment-là, on n'applique pas le cas de la Mishnah qui disait qu'on rembourse l'argent qui a été perçu en trop. On avait vu également que lorsque des frères partagent un héritage, c'est le goral, c'est le tirage au sort en lui-même, sans action postérieure, c'est le tirage au sort qui détermine l'acquisition à la fois de celui qui a pris le papier et qui a été tiré au sort, mais à la fois des autres qui naturellement, par opposition, deviennent propriétaires des autres parties, même s'il n'y a pas eu de Maasé Kinyan. Pourquoi on avait dit, au final, en conclusion de la Gemara, certains voulaient dire que c'était une ressemblance par rapport à la Yerusha, au tirage au sort d'Eretz Israël, mais la conclusion de la Gemara avait l'air de dire que c'est parce que finalement chacun est gagnant dans cette histoire, et que celui qui va être tiré au sort dans quelques minutes est bien content que quand il tire au sort, il devienne propriétaire, et donc du coup lui-même joue le jeu, et quand son frère, au départ, tire au sort, il accepte de lui céder les parts qu'il a dans cet héritage qu'on est en train de départager. On a vu après une marque entre Rav et Shmuel. Lorsque l'on a deux frères qui font un partage d'héritage sans tenir compte d'un troisième qui débarque après, est-ce que lorsque le troisième arrive, on annule tout le partage qu'on a fait jusqu'à présent et on recommence à zéro et on fait trois pas et on recommence tout, ou selon Shmuel, on laisse tel quel, simplement on grignote un peu dans les parts des deux frères qui ont partagé pour créer la part du troisième et la Gemara a objecté à l'un et à l'autre, mais finalement n'a pas l'air, pour l'instant en tout cas, d'avoir tranché ni comme l'un ni comme l'autre.